Bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Nous sommes présentement rendus à notre 49e épisode, je pense. On approche du 50e. On va faire de quoi de spécial pour ça. On pourrait. Donc, aujourd'hui, notre thématique, en fait, c'est une thématique qui fait un peu changement d'habitude. Au lieu d'avoir deux jeux qui vont s'affronter, c'est plutôt deux designers qui vont s'affronter. Et donc, dans le coin gauche, nous avons assis tout seul, parce qu'il n'y a pas besoin d'amis pour jouer à des jeux. Je défendrai David Turtsey, célèbre pour ses jeux solo, pour ses jeux euro qui vous font vous casser la tête. Ou saigner du nez. Ou saigner du nez. Mais toujours de façon agréable. Toi, Sam. Et dans le coin droit, nous aurons Bruno Catala, prolifique auteur qui a fait beaucoup de jeux à deux. Donc, un de plus que solo, ça. Merci, Sam. C'était bien joué. Donc, avant de se lancer dans ce duel qui m'a l'air palpitant, donc, avant de commencer, on va discuter du duel de l'année passée qui était les previews contre les reviews. Oh, oui, les previews contre les reviews. Et au final, si je me souviens bien, c'est pas mal les reviews qui l'emportaient sur les previews, dans le sens où on était tous les deux d'accord sur le fait qu'on aimait mieux avoir l'information sur un jeu qui était déjà sorti, qu'on trouvait que c'était plus informatif, mais que les previews avaient quand même leur place pour pouvoir un peu mousser la vente de certains jeux, mais tu sais, c'est plus au niveau, tu sais, des compagnies que c'était pertinent. Ouais. Je pense pas que mon avis a changé sur le sujet, là. Moi, je me fie plus aux reviews qu'aux previews, là. De toute façon, il y a assez de jeux qui sont déjà sortis comme ça que on a du choix en masse pour s'amuser, puis de pouvoir se fier sur l'avis de gens en qui j'ai confiance, puis que je sais qu'on a des goûts similaires, ou même si on n'a pas des goûts similaires, que s'ils sont capables d'expliquer pourquoi qui aiment ou qui aiment pas, ben je trouve ça plus informatif que des publicités déguisées. Donc, dans ce cas-là, tout le monde gagne. Fait que, oui, ben là, maintenant, on peut passer pour vrai au jeu auquel on a joué récemment. Puis quand on dit récemment, c'est il y a quelques minutes pour ma part. Donc, Sam, veux-tu nous en parler? Parce que c'est toi qui m'as introduit à ce jeu-là. Oui, on a joué au jeu Acropolis, designé par Jules Messot et publié l'année dernière par Gigamic. Donc, Acropolis, c'est un jeu de placement de tuiles avec une thématique bâtir une ville dans la Grèce antique, mais au final, la thématique est pas tant là. Ça aurait pu être n'importe quoi puis ça marcherait. Là. Dans le fond, on va avoir des tuiles hexagonales. En fait, des tuiles triangulaires, mais qui sont composées de 3 hexagones. C'est pas vraiment un triangle non plus. Non, c'est ça, c'est... T'as 3 hexagones collés ensemble qui forment un pseudo-triangle. C'est ça tes tuiles. Fait que là, à ton tour, t'en choisis une, t'as la place dans ton tableau, tu peux la placer sur la table ou tu peux la placer par-dessus d'autres tuiles. Fait que tu vas construire ta cité puis tu peux t'expandre autant horizontalement que verticalement. Puis les 3 hexagones sur les tuiles vont avoir différentes couleurs, puis chaque couleur va scorer des points de façon différente. Il y en a qui veulent être groupés ensemble, il y en a qui veulent être séparés, il y en a qui veulent être complètement entourés, il y en a qui veulent être sur les bords de ton plateau. Puis il y en a que c'est pas vraiment important, ils vont scorer de toute façon. Puis toutes ces couleurs-là, dans le fond, ils ont des noms très thématiques, là, comme des temples, des marchés, puis des jardins, puis ce genre de choses-là. Ouais, mais comme dans les faits, c'est les bleus, les jaunes, les rouges, les mauves. Puis, en plus d'avoir certains quartiers qui ont des couleurs, on a aussi des quartiers qui sont des carrières, qui n'ont pas de couleurs. Puis on a des quartiers de couleurs qui ont une étoile, qui permettent, dans le fond, qui vont être utilisés comme multiplicateurs de score à la fin de la partie. Ouais, c'est un peu comme dans King Domino, sauf que les quartiers qui ont des étoiles, dans le fond, comptent pas comme un quartier de cette couleur-là. Ils vont juste comme multiplier.
Puis la twist, c'est que si on se développe verticalement, dans le fond, chaque quartier qui est au 2e étage, dans le fond, va compter comme 2 quartiers, puis au 3e étage comme 3 quartiers, puis etc., etc. Mais par contre, on va cacher les quartiers qui sont en dessous, donc eux ne scoreront plus de points si on rajoute des tuiles par-dessus. Mais t'as parlé des tuiles grises, des carrières, dans le fond, que celles-là, on veut les recouvrir, parce que quand elles sont recouvertes, ils vont nous donner de la pierre, qui est un peu comme la ressource du jeu, qui peut valoir des points en fin de partie, mais qui peut aussi comme augmenter les options disponibles à notre tour. Parce que dans le fond, quand vient notre tour, on va avoir un marché de 2 à 4 tuiles, ou peut-être plus à plus de joueurs, en fait, là. Mais bref, il va y avoir un marché de tuiles. Il y en a, la première est gratuite, la deuxième coûte 1 pierre, la troisième coûte 2 pierres, etc., etc. Donc, s'il y a vraiment une bonne tuile, des fois, ça peut valoir la peine de dépenser nos points pour aller la chercher, ou pour s'assurer que notre adversaire ne pourra pas l'avoir. Fait qu'il y a toujours ce petit calcul-là à faire, là. Ah ouais, ça me coûte cher, mais est-ce que ça me rapporte plus au final? Puis peut-être que je vais avoir une meilleure sélection quand on va rafraîchir le marché, parce que quand il reste plus de choix, ben là on va rajouter des nouvelles tuiles, fait que ça va comme rafraîchir le marché, puis on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on épuise notre pioche de tuiles, puis là la personne qui a le plus de points va remporter la partie. C'est drôle que t'en aies parlé, mais c'est ça, ça a une petite vibe King Domino, sauf que là, on n'est pas non plus restreint à un carré, dans le fond, qu'il faut créer pour faire plus de points. Fait qu'on va vraiment s'étendre un peu. Puis j'aime beaucoup là l'aspect empiler les trucs, parce que ça rajoute comme un choix stratégique. Bon, là, j'ai des tuiles qui sont intéressantes, qui sont devant moi, que je sais que mes opposants veulent avoir. Il fit pas vraiment sur le tour. Peut-être que je peux cacher ça pour m'en faire des ressources puis faire un peu de points. Je trouve qu'il y a un petit puzzle de plus par rapport à King Domino. Ouais, comme tu dis, t'es pas restreint sur où tu peux placer, ou en tout cas t'es moins restreint sur où tu peux placer tes tuiles, mais par contre, pour qu'elles valent des points, là, il y a plus de restrictions. Fait que le puzzle est quand même différent. Mais tu sais, niveau complexité de règles, ça s'équivaut pas mal, là. Celui-là est peut-être un peu plus fiddly, justement, parce que chaque couleur va scorer un peu différemment, là, mais avec une aide de jeu, c'est facile de voir qu'est-ce qui score comment. En plus, il y a des variantes qu'on peut ajouter au jeu. On peut toutes les ajouter ou seulement une partie, qui vont comme rajouter une condition de plus pour chaque couleur, mais qui vont nous permettre de potentiellement doubler les points de cette couleur-là, mais on va avoir plus de restrictions sur comment qu'on va les placer pour que leurs points puissent être doublés, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas énormément plus complexe que King Domino, mais j'aime la petite twist. C'est pas mal accessible. Mm-hmm. Puis ça se joue assez rapidement, là. Tu sais, c'est quoi, la première partie, ça a pris comme 15 minutes? 15-20 minutes? Ouais, à peu près. C'est sûr que c'est un peu plus vite sur Board Game Arena parce que toutes les... Tu sais, il y a pas de manipulation à faire pour rafraîchir le marché puis mélanger les tuiles pis tout ça, là, mais je pense pas que ça serait bien plus long dans la vraie vie, là. Mais c'est plus compliqué sur Board Game Arena, tourner ta pièce, par contre. Ah, c'est vrai. Ça prend un certain temps à s'adapter, mais un coup que t'as compris comment que le système marche, je trouve que ça va quand même bien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes à qui je l'ai montré sur Board Game Arena qui ont quand même accroché sur comme... Je suis pas capable de la placer dans l'orientation que je devrais. Dans le fond, c'est que tu peux cliquer sur une tuile pour décider ton pivot, si tu veux. Ouais. C'est pas intuitif, mais un coup que t'as compris, ça va bien. Ouais. Mais bon, disons que de dire que c'est plus simple sur Board Game Arena, je dirais que ça s'équivaut. Ouais. Fair. Donc c'était Acropolis de Jules Messot et Gigamic. Donc moi de mon côté, là on sort un peu du petit carton puis du jeu accessible. Puis dernièrement j'ai essayé le jeu Monster Hunter World de Board Game. Donc il est sorti en 2022, il a été designé par Matt Hart, Sherwin Matthews, Jamie Perkins et il a été publié par Steamforge Games qui souvent va dans le fond prendre des licences de jeux vidéo puis les adapter. Puis là, ben c'est le jeu Monster Hunter World, qui est un jeu vidéo dans lequel on est une gang de chasseurs, puis on va tuer des gros monstres. Puis on ramenait ça en jeu de société.
on sort du carton, on a des mini à pu finir, puis des grosses mini, là. Il y a vraiment de toutes les sortes de monstres possibles. Des mini, c'est des macros. Ouais. Ou des maxi. Ouais. Tu me l'as volé, celle-là. C'est bien joué, Sam. Mais c'est ça, il y en a une, là, c'est comme la grosse mini, là, tu sais, c'est un peu avec la folie, Simone, avec des miniatures plus grandes que nature, là, que ça te prend une table à elle tout seul pour la mettre, là. On a ça aussi dans Monster Hunter. Mais il y a pas juste des mini, il y a aussi un jeu qui, étonnamment, est quand même plus simple que j'aurais pensé. C'est un boss battler. J'ai de la misère un peu à dire à dire autre chose. C'est la mécanique, c'est vraiment, c'était devant un gros monstre, il faut que tu le battes. Puis, on est vraiment dans une espèce de système de jeu de combat tactique où tu vas déplacer ton bonhomme, le positionnement est important, l'orientation du monstre est importante, puis tu vas sélectionner des actions pour pouvoir le battre. Le cœur du jeu, c'est un jeu de sélection de gestion de main, en fait. Parce que tu vas avoir dans ta main des cartes à multi-usage qui vont te permettre d'attaquer, de bloquer, de te déplacer, puis d'avoir tes habilités spéciales. Chaque bonhomme que tu joues a une arme particulière. Dans le fond, c'est comme tu choisis ton arme, puis ça a une petite twist de gameplay différente en fonction de ton arme. T'as des armes à distance, t'as des armes à portée, t'as des armes qu'il faut que tu craignes pour donner un gros coup, t'as des armes qui attaquent plus vite, puis qui ont plus de cartes d'attaque, mais qui sont moins fortes. Puis, t'essayes de battre le monstre comme tu peux. C'est coop? Ouais, c'est entièrement coop. Tu peux le jouer solo aussi, mais je pense qu'il faut que tu aies 2 bonhommes pour le faire. Puis dans le fond, quand tu combats le monstre a aussi un deck d'attaque qui lui est spécifique. Puis il va falloir que tu survives à tout ce qu'il fait. T'as une notion comme dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, dans le fond, l'idée, c'est que tu vas battre souvent le même monstre pour pouvoir récolter du loot, pour pouvoir te faire des armes, pour aller battre des monstres plus forts. Mais t'as aussi ça qui est recréé. Ça, c'est peut-être le truc qui accroche un peu, parce que oui, chaque monstre a comme une gimmick différente, puis ça va nécessiter que tu te prépares un peu différemment. Mais il y a comme une espèce de farming à faire pour avoir les grosses armes, pour aller battre des monstres plus gros tout le temps. Fait que je suis pas convaincu de cet aspect-là, mais l'aspect qui est le fun, c'est vraiment l'aspect gestion de main qui est le cœur du jeu. Mm-hmm. Donc on a notre main de carte, tu l'utilises, c'est ça, pour te déplacer, puis tu as une jauge d'énergie dans le fond. C'est qu'à tout moment, tu peux juste avoir jusqu'à 5 cartes devant toi qui sont actives. Dans le fond, à chaque fois que tu joues une carte, tu la mets sur ta jauge d'énergie. Fait que tu sais, si tu veux te déplacer, ben, il faut que tu mettes des cartes, puis chaque carte n'a pas nécessairement la même valeur de déplacement. Puis souvent, plus tu as de déplacement, plus ça fait des trucs forts aussi. Mais c'est aussi les valeurs de déplacement qui vont être comme les esquives. Fait que quand tu joues tes cartes, tu peux jouer selon le round que t'es, selon ce que le monstre va avoir fait, un nombre de cartes différents. Ça peut aller de 1 à 2 à plusieurs selon l'attaque que le monstre va avoir fait avant toi. Mais il faut toujours que tu te gardes comme un peu de jeu dans ta jauge de stamina, parce que c'est avec ça que tu vas pouvoir te défendre. Puis de façon générale, les monstres, ils vont te tuer en 1 ou 2 coups. Fait qu'il faut toujours que tu puisses te laisser de l'espace pour pouvoir les éviter, puis dans le fond, jouer des cartes d'évitement. Fait que c'est un peu tout ça. C'est que t'as ta main, il faut que tu la gères, il faut que tu saches quand est-ce jouer des grosses attaques, quand est-ce rester plus calme pour pouvoir préparer un gros coup, ou t'attendre à recevoir une grosse attaque. Fait que c'est pas mal le cœur du jeu. Tu disais qu'il y avait quand même pas mal de grinding. Fait que c'est quoi, une game, t'as genre un gros monstre à aller pogner, mais tu t'en pognes des plus petits en chemin, genre? En fait, non. C'est vraiment, tu choisis ton monstre, tu te bats contre lui, puis après ça, tu recommences, puis tu progresses. Tu recommences à un coup que tu l'as battu, ou quand lui t'a tué, ou... Dans le fond, quand tu l'as battu, tu peux le rebattre à répétition, puis essayer, dans le fond, de récolter différents loots. Parce que dans le fond, quand tu le tues, tu ramasses du loot, tu as une table de récompenses aléatoires que tu peux influencer en attaquant des points précis sur le monstre, parce que dans le fond, selon où tu l'attaques, le monstre peut avoir des points faibles, ou il peut déclencher, dans le fond, qui va te donner garantie une récompense particulière. Mettons, si tu coupes la queue, ben tu vas avoir, mettons, son d'or ou quelque chose. Garantie. Fait qu'il faut que tu penses un peu à ça, comment tu vas l'attaquer. Chaque partie de son corps va aussi avoir comme des valeurs de défense ou va lui donner des bonus d'attaque. Fait qu'en détruisant des parties particulières, ça va faire que le combat va être plus facile. Mais c'est ça, le grinding, c'est que
tu vas le tuer une fois, tu vas avoir un objet ou deux, tu vas avoir un peu d'objet qui va dropper de lui, mais généralement c'est pas suffisant pour, admettons, te construire une arme ou un bouclier à partir de ces morceaux-là. Fait qu'il faut que tu le rebattes pour avoir le bon morceau qui te manque pour fabriquer ton arme puis progresser. Ça, c'est le truc qui est un peu plus fastidieux, là. Souvent, tu sais, t'es rendu là, tu sais, en tant qu'à rebattre le même monstre plusieurs fois. C'est sûr que tu peux augmenter sa difficulté puis augmenter tes récompenses, mais c'est un peu cette boucle-là qui Puis tu est un gagnes peu comment? tannante. Tu le tues. Dans le fond, le monstre a des points de vie. Non, mais je Puis, veux dire, la partie, tu la gagnes comment? Parce que là, c'est tu le tues puis tu recommences tout le temps? ben, tu tues d'autres monstres. Tu tues des monstres de plus en plus gros, puis à un moment donné, ben, t'as comme Ok, le mais méga ça, gros tu changes de monstre. monstre. Oui, tu changes de monstre d'une fois à l'autre, là. Mais tu peux rebattre le même monstre aussi si tu veux fabriquer telle arme qui va te permettre de battre tel autre monstre. Mais c'est ça, plus ça va, plus tu tues des gros monstres, puis t'as comme... C'est ça, c'est comme... T'as pas vraiment un... Ça veut être un peu comme une campagne, mais en même temps, tu sais, y a pas comme d'histoire reliée à ça. C'est plus le but, c'est de tuer le gros monstre puis de se rendre jusqu'au bout, là. Tu sais, y a pas une composante scénaristique ultra complexe. T'as une préparation au combat qui est comme une espèce de phase de livre dont vous êtes le héros. Parce que là, t'as une petite histoire, genre ça raconte ta traque. Ça dit, bon, admettons, tu t'as fait ton camp, le lendemain, tu vois, t'as une piste ou ben t'as un tas de marde. Là, tu dis, je vais investiguer le tas de marde ou marcher plus loin. Puis là, selon ce que tu fais, ben ça crée d'autres événements puis tout ça. Là, fait que c'est ça, t'as cet aspect-là, mais c'est vraiment limité. Le but du jeu, c'est vraiment plus de améliorer tes armes, tuer des gros monstres pis tout ça. C'est assez simple dans un sens, c'est au niveau scénario, parce que c'est pas vraiment un scénario. Mais étonnamment, les combats, que je m'attendais à ce qu'ils soient quand même longs et fastidieux, ils se déroulent assez rapidement. Puis le rythme est rapide quand même. Tu joues des cartes, le monstre attaque, tu rejoues des cartes, le monstre attaque, puis ça va vite. Ça boucle vite. Puis ça se passe bien. C'est combien de combats, mettons, une game? C'est un peu toi qui le choisis, tu sais, c'est ça, tu sais, t'es pas... Ouais, typiquement, mettons, vous autres, vous avez eu combien de combats, tu te rappelles? Nous autres, on en a fait juste un. Puis ça a Ok. peut-être pris 1h15 avec l'explication des règles. Mais là, c'était avec l'explication des règles, puis on a fait la partie un peu scénario, où est-ce qu'on fait la track puis tout ça. Mais ça roule quand même vite. Ok, mais maintenant que tu rejoues, tu reprendrais-tu le même bonhomme où ce que t'étais rendu ou tu recommencerais? Ben là, vu qu'on a fait comme one shot, probablement je changerais de bonhomme pour essayer d'autres dynamiques, parce que chaque bonhomme a comme sa petite affaire particulière. Mais tu sais, l'avantage de faire comme tous les combats à la suite, c'est que là, tu peux comme vraiment t'améliorer, puis devenir de plus en plus fort, puis progresser avec ton bonhomme. Mais c'est ça, t'as pas un énorme chemin tracé, tu sais, tu y vas un peu comme tu veux. Fait que tu sais, t'as cette espèce de... C'est un peu comme le jeu, là, tu sais, t'es un peu... tu choisis un peu comment tu y vas. C'est pas comme un dungeon crawl classique où t'as vraiment comme un C'est chemin pas un à suivre. but, ouais, c'est ça. T'sais, Ben, là, le but, c'est toi qui te le donne, dans le fond. c'est ça, c'est de dire, ben, je veux grinder puis je veux tuer tel gros monstre. Parce que tu pourrais pas, mettons, prendre le plus gros monstre puis commencer par lui, là, tu vas te faire péter, là. Ouais. Puis on a eu un épisode de chassage de monstres, là, pas longtemps, il aurait-tu surpassé un de nos deux? Je dirais que non. C'est ça, il est le fun, il est intéressant. Je dirais que j'aimais mieux, tu sais, l'aspect complexité de Witcher, parce que t'as l'aspect deck building puis tout ça, puis il y a un peu plus d'interaction avec le plateau puis tout ça. Tu sais, il y a comme plus d'affaires à faire dans The Witcher, j'ai préféré ça. Niveau stratégie, ben, Champions of Midgard, il est comme plus intéressant aussi, parce que t'as plus de trucs à penser, t'as l'aspect stratégique, puis Monster Hunter, c'est du dumb fun, je dirais. Ok. Puis c'est ça. Puis pour les amateurs de mini puis de peinture, tu sais, ça peut être vraiment cool parce qu'il y a plein d'affaires à peinturer puis tout ça. Mais c'est ça. Je garderai quand même nos choix pour le duel de monstres. Mais c'est ça. J'ai quand même passé un bon moment à l'essayer. C'était Monster Hunter World, The Board Game, designé par Matt Hart, Sherwin Matthews, Jamie Perkins et publié par Steamforge Games.
Puis finalement, un jeu qu'on a joué ensemble avec, entre autres, une auditrice, donc Marie, une auditrice de longue date. Salut Marie. Il nous a montré son jeu préféré qui s'appelle Maximum Apocalypse Wasted Wilds. Un jeu de Mike Gnade et publié par Rock Manor Games. J'ai toujours trouvé que ça fait comme super exagéré comme nom, c'est Maximum Apocalypse. Ça fait over the top. C'est un peu ça que thématiquement ce jeu est dans le fond, c'est qu'il va y avoir un apocalypse, on sait pas trop lequel, ça peut être un apocalypse de zombies, de dinosaures, de nazis, ou même un mélange de plusieurs de ces affaires-là. On a même eu, nous autres quand on a joué, on a eu une nouvelle ère glaciaire. C'est ça, fait que t'as comme tout plein de modules que tu peux mix and match, puis pitcher dans la face de tes survivants. Donc, en début de partie, chaque joueur va choisir un survivant avec des capacités uniques, puis dans ce cas-ci, un deck de cartes qui lui est propre. Parce que c'est un peu nos cartes qui vont déterminer les actions qu'on peut faire, si on veut, ou la façon qu'on peut attaquer, puis faire des trucs cool. Puis dans le fond, au début de la partie, on va comme placer des cartes de lieux, si on veut, face cachée. On peut les placer de différentes configurations, là. Mettons, pour une première partie, on va faire une espèce de rectangle, mais on pourrait faire... Ce que j'ai compris dans les règles, tu pourrais faire un peu les formes que tu veux pour avoir un niveau de difficulté plus ou moins dur. Fait, plus les cartes ont d'adjacence entre elles, plus c'est facile de se déplacer puis d'aller où tu veux, tu sais. Parce que, dans le fond, les cartes sont face cachée, puis dans cet état-là, il y a une carte qui va être comme l'espèce de location objectif, si on veut. Donc, il faut absolument se rendre là pour faire quelque chose qui peut avoir rapport dans le scénario. Puis, en début de partie, on sait pas y est où. Il va falloir se mettre à explorer tranquillement, pas vite. Et c'est dangereux d'explorer les yeux fermés parce que... Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Puis la plupart des tuiles, en fait, ils veulent pas ton bien. Non, c'est ça. Souvent, il va y avoir un effet quand tu rentres sur la tuile, puis tu sais pas c'est quoi tant qu'elle n'a pas été explorée une première fois. Tu sais, des fois c'est bénéfique, la plupart du temps si ça fait mal, puis des fois il peut y avoir des monstres dessus. Fait que là, si tu rentres sur une tuile avec ta dernière action, puis tu peux plus te défendre, ben tu peux être dans le trouble. Dans le fond, c'est comme dans la plupart de ces jeux-là, à ton tour, tu vas avoir un certain nombre d'actions. Celle-là, je pense que c'était 4. Tes actions, c'est genre jouer une carte, te déplacer, attaquer avec une des cartes que t'as déjà jouées, puis là qui va dire combien tu fais de dommages, puis tout ça. Tu peux échanger des ressources ou des cartes avec les autres joueurs qui sont sur la même au même endroit que toi. Si t'as des monstres sur toi, ben là c'est plus difficile de se déplacer, ou ils vont se déplacer avec toi. Je pense qu'ils se déplacent avec toi, me semble. Ouais, ben une fois que les monstres sont accrochés à toi, tu sais, ils te suivent. Tu sais, c'est comme si le monstre, tu le mets devant toi, c'est une des cartes qui est tout le temps avec toi tant que tu l'auras pas battu. C'est ça, puis il va comme t'attaquer à la fin de chacun de tes tours. Puis on a pas tant de vie que ça, puis là, c'est pas long que... Si t'as trop de monstres après toi, tu t'en feras pas longtemps, là. Puis t'as aussi une composante il faut avoir de la bouffe. À chaque tour, t'as un peu plus faim. Puis là, si t'as trop faim, ben tu perds certaines de tes capacités. Puis tu peux même en mourir. Mais tu peux trouver de la nourriture en fouillant. Il y a certaines locations que tu peux aller fouiller. Fait que il y a comme 3 decks de cartes que tu peux aller fouiller pour trouver des choses qui vont avoir de la nourriture ou des armes ou d'autres patentes ou même des trucs qui ont rapport avec le scénario. Puis comme chaque deck est associé à un endroit en particulier qui va être sur le board mais qu'il faut aller découvrir pour pouvoir fouiller puis aller chercher ces cartes-là. Fait que toi, t'as pensé quoi de Maximum Apocalypse? J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé que les personnages étaient assez variés. J'ai trouvé comme chacun avait comme sa petite gamique qui pouvait rendre ça intéressant. Je pense que dans notre cas, on avait un mix un peu cassé là, qui nous a permis de faire beaucoup de choses que je pense que normalement, tu sais, t'aurais un groupe un peu plus normal, t'aurais pas pu faire autant d'affaires que ça. T'sais, on avait comme un... Parce que celle-là, c'est un extenseur, mais comme ils ont rajouté
on a rajouté d'autres extensions au travers de ça, fait que c'est supposé être tout compatible, mais j'ai pas l'impression que c'est tout le temps bien balancé, dépendamment qu'est-ce que tu mix and match, là. Ouais, parce qu'on avait quelqu'un qui pouvait au final, notre scénario, il fallait partir de la vanne, il y avait des trucs qu'il fallait aller trouver, puis à la fin, il fallait retourner à la vanne. Mais là, on avait un joueur qui pouvait déplacer la vanne, puis on avait un joueur qui pouvait utiliser sa machine à voyager dans le temps pour déplacer les gens, puis pour aussi cacher certaines tuiles sur lesquelles les monstres arrivaient. Donc on avait, je trouve, une bonne équipe. Ouais, parce que les monstres qui arrivent aussi, c'est comme une condition de défaite, là. Si on fait apparaître trop de monstres, mais qu'il y en a plus de disponibles, ben, on peut perdre à cause de ça. Fait que, d'avoir l'option des cachets, ça aidait beaucoup, là. C'est vrai que mon bonhomme était pas mal fort. C'est moi qui avais le voyageur dans le temps, puis là, en plus de pouvoir couvrir des tuiles de monstres, j'avais une habilité qui me permettait dans le fond, une des étapes à ton tour, c'est que tu fais avancer le temps, puis là, plus le temps avance, plus qu'il y a des calamités qui te tombent dessus. Puis moi, comme je suis un voyageur dans le temps, ben le temps avançait pas à mon tour. T'sais. Je pense qu'on avait un groupe un peu brisé, mais je pense que ça a contribué un peu aussi au fun. Mm-hmm. C'est ça, j'ai trouvé ça bien. Mais c'est sûr que tu sais, t'as un deck préfet, c'est difficile de comme planifier des trucs à l'avance, là. Tu sais, dans le fond, souvent c'est que ça revient à bon, je vais équiper l'arme la plus forte, je vais essayer d'avoir de la défense puis tout ça. Mais tu sais, tu peux pas comme, tu sais, ton deck détermine tout. Je veux dire, pis t'as pas trop de choix dans c'est comment ton deck est. Ah, ouais, non. J'ai rien dit. Ça se veut une mécanique du jeu. Tu peux couper tout ça. Non, mais non, je pense que je suis d'accord avec toi que tu sais, tu choisis ton personnage au début, c'est vrai que tous les decks sont différents, mais un coup tu piges tes cartes, tu sais, c'est quand même clair laquelle qui est la mieux de jouer, là. Fait que c'est sûr tu vas jouer celle-là. Tu sais, t'as pas beaucoup de décisions puis de façons de comme personnaliser ton bonhomme, mettons. Puis j'ai trouvé que la thématique elle ressortait pas tant que ça. Tu sais, quand Marie nous en parlait, c'était comme ah ouais, c'est un genre de jeu avec plein d'apocalypses qui peuvent tout arriver en même temps puis tout ça, puis comme tu sais, je m'attendais à ce que ça soit plus thématique. Ouais, un peu plus chaotique. C'est sûr que là, on a fait peut-être un scénario de base, puis tu sais, le petit spice qu'on a mis, ça a été de rajouter des monstres de l'air glaciaire, là. Fait qu'il y avait des mammouths puis tout ça. Mais je pense qu'il y avait des scénarios, c'est ça, plus funky, là. Je pense qu'elle a parlé d'un truc, c'est des nazis qui chevauchent des dinosaures sur la Lune. Mais ouais, c'est mais vrai que tu m'en parles de même, je trouve que ça a l'air cool, mais comme tu sais, dans le jeu, ça apporte quoi, tu sais, ça va juste être un monstre qui va faire plus de dégâts, tu sais, ou que, tu sais, je sais pas, là, comme là, on avait un scénario de la glacière, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de, tu sais, il y avait des affaires, des fois, il fallait comme avoir des abris, là, il y a des locations qui étaient des abris, d'autres pas, puis si on n'était pas dans un abri à un certain timing, dans le fond, on pouvait se prendre des dégâts, je pense, mais tu sais, ouais, c'était on pouvait pas... attraper froid. Mais, tu sais, ça a-tu été un problème pendant la partie? Pas tant, là. Peut-être qu'on a été chanceux aussi, là, mais il me semble qu'on n'a pas eu à se border avec ça trop souvent, mettons, là. Non, c'est vrai. C'est vrai que, tu sais, mécaniquement, les monstres se ressemblaient un peu, hein. Tu sais, il va faire des dégâts à toi, ou il va faire des dégâts à tout le monde, ou... Mais c'est vrai que, tu sais, les monstres de la glacière, à part avoir un dessin, tu sais, qui faisait froid, tu sais, que c'était dans la neige, pis tout ça, pis que c'était des bonhommes de l'air de glace, là, genre, c'était... T'as-tu remarqué ça? Tu sais, c'était un mammouth, des cougars, ben, des tigres dans le sable, je pense. Je suis pas sûr, mais je serais pas surpris qu'il ait placé un paresseux dans le tas à quelque part. Mais, ouais, mais tu sais, il y avait des chevreuils aussi, puis des ours, là. Ouais, mais ça, c'était comme le truc de base, là. C'était pas le truc de glace, mais en tout cas. Ah, ouais, ok. Vu qu'on avait comme deux modules. Mais je vois ce que tu veux dire, oui, c'est ça, tu sais, tu te dis, est-ce que les nazis ont comme une mécanique nazie de plus que, tu sais, les zombies standards? Puis à quel point ça change de prendre un ou l'autre, je sais pas. Tu sais, à part le look. C'est dur à dire, là, mais
tu sais, faudrait l'essayer pour voir, là. Puis, tu sais, c'est ça. C'était bien, mais c'était pas dans mes préférés dans ce genre-là. Puis peut-être que c'est juste que mes attentes étaient trop hautes parce que, tu sais, Marie, elle l'avait vraiment hypé, puis elle tripe sur ce jeu-là. Fait que, tu sais, c'est... Peut-être que je m'attendais à un petit peu plus, puis... Tu sais, c'est comme quand tu vas voir un film, puis que quelqu'un te l'a vraiment vendu, puis hypé, puis que finalement, tu sais, c'est juste bon, ben t'es comme... Tu sais, je m'attendais à ce que ce soit extraordinaire, puis finalement, tu sais, c'était bon, mais... On dirait que c'est pire que quand t'as aucune attente, puis que... Ou qu'au contraire, tu t'attends à ce que ce soit limite mauvais, puis que finalement c'est juste bon, mais t'es comme je suis agréablement surpris, c'était bon finalement, tu sais. Tu sais, c'est ça, ouais. Parce que là, tu sais, on a l'air un peu négatif, mais tu sais, moi j'ai passé un bon moment, puis j'ai trouvé ça le fun, là, quand même. Mm-hmm. Moi aussi, c'est ça, c'est juste, je m'attendais à ce que ce soit plus thématique. Ouais. Ton bonhomme, il était thématique. C'est ça, tu sais... Ouais, c'est vrai. Non, puis tu sais, comme ces cartes, pis tout ça, c'était cool, mais encore une fois, j'avais comme un deck d'anomalies temporelles, là, que ça me disait que certaines actions pouvaient déclencher ça, puis qu'on allait piger des cartes de là, puis que tu sais, là, il pourrait arriver toutes sortes d'affaires vraiment chaotiques à cause de paradoxes ou je sais pas quoi, mais comme finalement c'est vraiment arrivé qu'on utilise ce deck-là, tu sais. Ouais. Moi, j'étais un gars de la construction qui donnait des coups de masse. C'est sûr que j'ai pris le bonhomme probablement qui était le plus simple puis qui était juste bourrin puis que je trouvais ça drôle. Mais c'est ça. Je pense que là où ça devient plus intéressant, c'est justement les bonhommes qui sont un peu plus bizarres, un peu plus spéciaux, qui là donnent comme un petit peu plus de saveur, ouais. Ouais. Ouais, fait que la prochaine fois, on essaiera un scénario plus funky. Ouais. Fait que c'était Maximum Apocalypse Wasted Wilds de Mike Nade et Rock Manor Games. Maintenant, on arrive au plat principal, notre duel. Donc, c'est ça, un petit peu différent par rapport à d'habitude. On va chacun décrire un designer de jeux de société qu'on aime particulièrement. Fait que moi, je vais commencer par nul autre que c'est ça, que le maître du jeu solo, David Turczi. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi David Turczi? Eh ben, en fait, c'est en réponse à ce que... Parce que t'as pas d'amis, puis tu joues tout le temps tout seul. C'est pour ça que j'ai pas d'amis, parce que vaut mieux être joué en solo que de jouer avec des gens comme Sam. En fait, c'est un peu en réponse aussi à ce que Sam a sélectionné. En fait, Sam avait spoté tout de suite qu'il voulait prendre Bruno Catala, puis là, je me suis dit, moi, je veux quelqu'un qui performe dans beaucoup de styles différents. Puis, c'est pour ça que je me suis intéressé à David Turczi. En fait, dans ses designs, il fait souvent des gros euros, des gros casse-tête assez intenses et complexes. Je pense à Anachronie, qui est un placement d'ouvriers avec voyage dans le temps, qui a beaucoup de mécaniques qui sont reliées les unes aux autres, qui est assez lourd. J'ai participé aussi ça, à la série des jeux hantés. Fait que Tekkenu, Obelisk of the Sun, Tawan Tinsiyu, The Inca Empire. Il a aussi designé le mode solo pour Teotihuacan Late Préclassique Period, qui est le nom de l'extension. On l'a aussi vu, tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, on est dans du lourd, là, où t'as beaucoup de choses qui sont interreliées, puis il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas si tu veux performer. Ça, c'est comme c'est beaucoup ce genre de jeu-là dans lequel il a été le designer principal. Mais là où je trouve où justement on voit beaucoup sa versatilité, c'est dans les modes solo. Parce que des modes solo, là, il y en a fait pas mal plus en fait que de jeux pour lesquels il est étiqueté designer principal. Ouais, il y a à peu près toutes les Kickstarter ont un mode solo de David Turczi, là. En fait, faut que tu te poses la question. S'il n'y a pas un solo par David Turczi, c'est peut-être parce qu'il vaut pas la peine d'être joué. On le sait. C'est un peu intense comme énoncé. Je dirais vraiment pas ça, mais... Non, mais je trouvais ça drôle parce que c'est vrai que souvent c'est un highlight, tu sais, quand il y a un jeu qui a un mode solo puis qui est fait par David Turczi, les gens ils s'en cachent pas, ils le pluguent. Oui. C'est comme, tu sais, c'est Monsieur Solo, là. C'est ça. Puis là, justement, il fait pas juste dans le euro, tu sais, il y a des gros euros, oui.
bien entendu. Mais il y a d'autres trucs. Comme entre autres, si j'ai Lords of Ragnarok qui va arriver bientôt, en fait, que d'ici quelques semaines va être devant ma porte, qui est un contrôle de territoire avec aussi une mécanique de sélection d'action. C'est David Turczi qui a fait le solo. Il y a aussi un jeu de contrôle de territoire que c'est lui qui a designé tout seul. Là. On a déjà parlé sur le podcast. Oui. C'est Defense of Procyon 3. Ouais. C'est une espèce de gros jeu super asymétrique. Là. T'as comme 4 factions. 2 factions, mais 4 joueurs. Une bataille dans l'espace, une bataille sur la planète. Puis comme chaque joueur joue vraiment une game totalement différente. Là. Ouais, c'est ça, mais qu'il y a quand même une interaction au sein de la même équipe parce qu'ils peuvent s'aider mutuellement. Tu sais, là encore, t'as le casse-tête intense qui fait partie de ça. Ça, c'est un peu cette thématique. Il y a plusieurs styles. Il y a aussi des jeux de cartes, entre autres. Si on pense à la série des Imperium. Ben oui, que j'ai défendu dans notre duel de civilisation. Moi, en fait, c'est pas mal mon jeu préféré de lui, là. Imperium classique et légende, là. Ouais. Il y a Horizon aussi qui s'en vient. Qui est aussi qui fait partie de la série, là, qui est gros deck builder avec encore beaucoup de casse-tête. On a aussi des jeux de dés, mais dans lequel c'est ça t'as du dice placement. Entre autres, c'est je pense c'est Dice Settler qui rentre là-dedans. Perseverance, c'est qui lui est un dice drafting placement. On a des roll and write. Étrangement. Ben, je dis étrangement. En fait, que lui a designé tout seul ou en partie avec d'autres gens aussi. Okay. J'ai pas checké j'ai pas regardé juste fait le solo. C'est ça, oui. Parce que en tant que designer au sens propre du terme, il est sur 22 jeux. Mais c'est ça, à côté, il y a comme 40 jeux et plus dans lesquels il fait des modes solo. Mais ouais, c'est ça, tu sais, c'est Vengeance, Roll and Fight, épisode 1 et 2, en fait, qui est un roll and write avec un scénario. Ouais, c'est genre, c'est thématique, les films de vengeance, là, des années 80-90, là, genre, le gars se fait tuer sa blonde, puis après ça, il s'en va massacrer plein de gangsters pour se venger, là. Mais c'est ça, mais il l'a en jeu de société, ou jeu de cartes, puis ils ont fait une version roll and write. Tu sais, c'est ça, t'as des trucs assez variés, assez funky. Puis tous ces jeux sont assez bien cotés, tu sais, j'ai pas essayé tous ces jeux, mais on voit la versatilité du gars. Là, il y en a un aussi qui s'en vient bientôt, que j'ai pas backé, mais que j'ai vraiment hâte d'essayer, qui est un euro, mais 4X, un peu. On parle aussi de Voidfall. Qui est supposé arriver, c'est ça, prochainement. Un autre de Mind Clash. Ouais, oui, Mind Clash. Parce que c'est ça, je pense qu'il a pas fondé Mind Clash, quelque chose comme ça. En tout cas, pas certain. Peut-être. Il est sur beaucoup de leurs jeux, en tout cas. Persévérance, Anachronie, Tricarion, ça doit être lui qui a fait l'extension solo. Ouais. Oui, non, c'est ça. Je veux juste nommer une couple de jeux sur lesquels justement il a travaillé puis qu'il a fait les modes solo, puis c'est des jeux quand même connus. On a comme Castles of Burgundy, La Granja, Bitoku, Mosaic, Weather Machine. Je me demande bien comment ça a pas dû être facile de faire ça pour Weather Machine. Okay. Parce que c'est un jeu assez élevé de base. Fait que j'imagine que pour faire dans le fond, un bon mode solo, tu sais, il faut que tu sois capable de bien automatiser les trucs, mais c'est un jeu assez lourd où il y a plein de trucs qui interagissent ensemble, là. C'est un peu... Ouais, mais tu sais, comme Anachronie, comme Tricarion, comme... Ouais, je pense que c'est ça. C'est un designer, c'est ça, qui est capable de designer des jeux très variés, mais c'est surtout dans le mode solo, justement, qui s'est démarqué. En plus de ces jeux qui sont quand même de très bons jeux, là. Anachronie, en tout cas, moi, j'ai bien gros accroché. On va probablement en reparler dans un duel près de chez vous. Possiblement, oui. Moi, j'aurais dit, clairement, il y a une feuille de route vraiment bien garnie, bien remplie, puis il y a beaucoup de jeux, puis c'est beaucoup des bons jeux, mais pour moi, il est un peu trop dans la lourdeur la plupart du temps.
Tu sais, Anachronie, c'est vraiment bon, mais tu sais, il y a du stock en tabarouette. Imperium, tu sais, il est excellent, mais pour un deck builder, tu sais, il est plus compliqué qu'un deck builder moyen, mettons. Il y a Tawan Tinsuyu que j'ai essayé une fois aussi puis que j'avais vraiment pas aimé parce que c'était comme trop d'icônes, trop d'affaires. Les raids en tant que tels étaient pas tant compliqués, mais comme tu sais, tu fais une petite affaire qui en cascade plein d'autres puis t'as trop de paramètres à gérer, là. En tout cas, moi j'avais pas trippé. Puis c'est ça que j'aime moins de ces solos, c'est qu'ils sont, tu sais, oui, ils vont vraiment bien répliquer un vrai adversaire, mais c'est qu'ils sont souvent compliqués à gérer, là. T'as beaucoup de tables à checker, de comme si telle condition est remplie, passe à telle étape, sinon on va à l'autre étape à côté, puis là t'as comme tout ton espèce d'arbre décisionnel tu sais, tu passes quasiment plus de temps à gérer le tour de l'automa qu'à gérer le tien, là. Je trouve que ça casse mon fil de pensée, là. Tu sais, je me concentre pas juste sur mes affaires, faut que je me concentre sur le tour de l'automa aussi, là. Puis ça fait que c'est plus long, mettons. Mais c'est vrai En que... même temps, c'est-tu plus long que quelqu'un qui a le analysis paralysis, là? Mais c'est Mais vrai, au moins, je comprends ton point. si quelqu'un d'autre a l'analysis paralysis, pendant ce temps-là, moi, je peux penser à mes affaires, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça. Mais aussi, c'est un peu le fait de jouer solo, tu sais. Soit c'est parce que tu t'aimes ça te dérange pas de te lancer là-dedans. Ou justement, tu sais, c'est une façon des fois de gérer ta difficulté. Mm-hmm. Mais c'est sûr que, tu sais, ça rapproche plus de l'expérience de jeu de jouer contre quelqu'un d'autre, là. C'est quasiment comme jouer contre un autre bon joueur, mais c'est ça, c'est souvent il y a beaucoup de choses à regarder puis à valider, mais pas tout le temps non plus, là. Son solo de Imperium, j'ai trouvé qu'il était quand même bien fait, là. C'est sûr que le livre de règles était pas super bien écrit, mais un coup que t'as compris puis que t'as commencé à jouer, ça se gère bien, tu sais. C'est vrai que il va pas dans le jeu léger de façon générale. Non, c'est ça. Fait que c'est vrai que tu sais c'est pour Je pense que ça va être on pourra peut-être en reparler, un peu plus tard, tu sais, oui, c'est ouais. ça, parce qu'on on peut le glisser vite, là. C'est vrai que Bruno Catala, lui, va peut-être avoir un public cible un peu plus large. Ben, c'est qu'il va, il y a des jeux super simples pour enfants, puis ça va jusqu'à médium avec, il y aura pas de jeu lourd. Ouais, tu saigneras pas du nez après une game d'un jeu de Bruno Catala normalement. Ben, tu peux saigner du nez avec les décisions que tu vas prendre, mais tu t'enfargeras pas dans les règles. Tandis que, tu sais, il est très procédural dans ses affaires, tu sais, c'est méthodique, puis c'est détaillé. Et pour certains, ça peut être un avantage, c'est juste moins dans mes goûts à moi, tu sais. Ça serait quoi ton jeu préféré de lui? Dans ceux que tu as essayé? J'ai envie de dire que c'est Anachronie. Je l'aime beaucoup. C'est sûr que ça a l'air un peu comme Great Western Trail, parce que c'est un jeu je gagne pas nécessairement souvent, mais mais j'ai du fun à jouer la game puis à penser à qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, à c'est quoi mes actions qui vont suivre, à qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher. Tu sais, c'est un jeu dans lequel t'as un plan. En fait, dès le début de la partie, tu sais, faut que tu commences à faire ton plan, puis savoir où est-ce que tu vas t'en aller. C'est sûr que t'as des surprises en cours de route, là. Là, ici, c'est placement d'ouvriers, fait que, tu sais, des fois, t'as le goût d'aller à une place, puis là, ben, il y a quelqu'un qui va te bloquer. Mais pour certains endroits, pour certaines actions, tu sais, il y a moyen un peu de te construire ton petit tableau à côté qui te permet d'être un peu plus autosuffisant. Ça, je trouve ça intéressant. L'aspect aussi worker spécialisé, tu sais, ça rajoute un niveau de complexité, mais ça rajoute, c'est ça, un niveau de stratégie auquel il faut que tu penses quand tu joues ton tour. Parce que ça peut faire, tu sais, des différences intéressantes. Puis la symétrie aussi, je le trouve bien, tu sais, chaque faction a comme son bonhomme différent, qui va avoir comme une petite twist différente, puis qui va y faire aussi, qui va déterminer aussi en fin de partie qu'est-ce qui va te faire full de points en faisant l'action d'évacuation. Là. Je vais rester bref, là, mais je l'aime vraiment beaucoup. Ouais, ben moi c'est clairement Imperium, je pense que c'est dans
c'est plus simple. Ben, quoi que Vengeance, Roll and Fight, ça doit être encore plus simple que ça, là, mais... Ouais, il y en a d'autres, là. Puis il y en a plusieurs, hein, des Roll and Write. Genre, il y a Rom and Roll. C'est Rome. J'ai dit Rome, mais tu sais, c'est Roll. Roll and Roll, ouais, mais lui, il est pas simple, là. C'est un genre de Roll and Write qui dure 2 heures, puis qui est un gros euro compliqué, là. Si je me rappelle bien. C'est possible. Je l'ai pas joué, mais il me semble que c'était ça le pitch. Ouais. Il y a pas juste... c'est ça, c'est Roll and Write, c'est pas juste... il y a pas juste ça dans le jeu, non. Non, c'est ça. Mais c'est drôle, parce que c'est ça, justement. Sur sa page, à lui, il y a quand même un... Il fait un énoncé par rapport à ça, tu sais, il dit que selon lui, c'est parce qu'il veut démontrer que le roll and write, ça peut être un mécanisme et non un genre. Fait que tu peux intégrer ça dans des jeux et pas juste que ça se résume pas juste à roll and write. Mais ouais, c'est cool. Ben c'est ça. Il y a aussi des... Parce que pour moi, il y a eu des misses, là, comme tu sais, Defense of Procyon Tree. Je crois que c'était vraiment cool, tu sais, comme t'as quasiment 4 jeux en un, mais tu sais, c'est quasiment plus intéressant philosophiquement, si on veut, que le fun à jouer, là. Tu sais, d'avoir poussé la symétrie à ce point-là, puis comme que ça marche, puis que ça... Mais tu sais, c'est tellement genre tough à jouer, là. Faut que t'aies comme... Puis en plus, pour vraiment l'apprécier, tu peux pas jouer juste une fois, là. Parce qu'il y a tellement de... Tu sais, pour bien jouer, il faut que tu comprennes ce que ton adversaire direct fait, ce que ton allié fait, puis ce que toi tu fais. Puis à la première game, t'es pas mal juste capable de comprendre ce que toi tu fais, puis peut-être un peu ce que ton allié fait, tu sais. Fait que je pense que c'est le genre de jeu qui gagnerait à être joué comme 10-15 fois avec peut-être pas 10-15 fois, mais en tout cas plusieurs fois avec le même groupe. C'est pas toujours facile, c'est ça. C'est ça. Faut que tu trouves les gens qui sont intéressés à le faire, puis qui accrochent, là. Parce que c'est sûr que si... Qui veulent mettre l'effort, là, parce que c'est pas un petit jeu de 20 minutes, là. C'est un gros jeu long, puis comme la première game, là, c'est genre... Tu sais, le jeu, il vient avec 5 manuels d'instruction, là. Un pour chaque faction, puis un général, là. Faut que tu donnes... Si tu décides d'avance qui joue quelle faction, puis tu leur donnes des devoirs, là. C'est comme... Lis les règles de ta faction, apprends-la, puis comme... Mais qu'on arrive à jouer... moi, je vais pouvoir expliquer un peu, généralement, grosso modo, qu'est-ce que les autres font, là, mais faut que tu sois capable de comprendre comment ça marche, je t'expliquerai pas tout, tu sais. Parce que sinon, on va comme passer 2 heures à se faire expliquer le jeu dont le 3/4 nous intéresse plus ou moins avant de commencer à jouer, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas toujours ultra accessible dans le style. C'est ça. Mais tu sais, si c'est ton style pis que t'as le groupe pour, tu vas prendre un triper. Parce que j'ai joué juste une fois, mais tu sais, comme je peux voir que il y a de quoi là, tu sais. Cool. On peut maintenant parler de ton combattant. Oui, donc monsieur Bruno Catala, qui est un auteur français qui design des jeux depuis plusieurs années maintenant. Puis que, comme nous, il a un background un peu scientifique, donc il travaillait dans le R&D d'alliage de métaux avant de se lancer dans la création de jeux de société. C'est du pareil au même, au final. Là. Ben oui. Non, mais j'écoutais une de ses entrevues, puis il disait que comme, tu sais, pour son métier, fallait qu'il, dans le fond, qu'il écrive des protocoles que les gens allaient être capables de suivre, même s'ils étaient pas là. Puis, tu sais, qu'il design une expérience pis tout ça, puis il disait, tu sais, c'est un peu ça quand tu designes un jeu aussi, tu sais. Tu designes le jeu, après ça, faut que t'écrives un livret de règles que les gens vont être capables de lire puis de jouer au jeu sans que tu sois là. Fait que tu sais, comme tout cet aspect de vulgariser puis d'expliquer les concepts de manière à ce que tout le monde peut comprendre, ben, tu sais, c'était une compétence qu'il a pu transposer dans sa deuxième carrière, si on veut. Ouais, c'est vrai, il faut que tu réussisses des fois, à rendre plus accessible des situations très complexes. C'est vrai que si ton livre de règles est pas clair, ben, ça va désintéresser peut-être les gens à jouer à ton jeu. Non, vraiment. Fait que c'est ça. Rapidement, comme une liste de jeux
notable, mais pas exhaustive. Il a fait Les Chevaliers de la Table Ronde, Mr. Jack, Cyclades, qui est un de mes jeux préférés, puis qui est présentement une nouvelle édition qui est sur Kickstarter, genre de Cyclades 2.0. Mais il a aussi fait Five Tribes, Seven Wonders Duel, Yamatai, King Domino, qu'on a parlé tantôt en le comparant à Acropolis, justement. Queen Domino. On a souvent parlé de lui, tu sais, j'aurais parlé aussi de Kanagawa, à un épisode à un moment donné, c'est un truc avec des dessins japonais que j'avais trouvé très très beau. Moi, ma conjointe, elle aime Crazy Mystigri, que c'est lui qui a fait aussi, là, qui est un jeu de cartes super simple, super accessible. Tu sais, on a quelqu'un qui sait faire un peu de tout, là, tu sais, qui peut aller, tu sais, ça, du jeu très simple au jeu un peu plus compliqué. Tu sais, Cyclades, c'est un peu plus intense là, que Crazy Mystigri. Oui, quand même. Mais, tu sais, les règles sont pas si compliquées non plus, là. T'as beaucoup de décisions à prendre pis tout ça, pis t'as beaucoup de trucs interconnectés. Mais tu sais, ce que tu fais à ton tour, c'est super simple, là. Pis t'as comme des aides de jeu assez claires, pis tu suis ça pis ça y va, là. Fait que tu sais, il y a beaucoup de range, pis comme tu dis, là, il va de petits jeux familiaux, tu sais, il a même fait des versions pour enfants de King Domino, qui s'appelle Dragomino, pis tu sais, il va jusque dans, c'est ça, le medium / medium lourd, là, comme Five Tribes, Yamatai, tu sais, Cyclades, tu sais, je pense que c'est pas sa limite supérieure, là, en termes de complexité, là. Fait que on est dans le plus simple que les plus compliqués de Monsieur Turtsey, là. Il a fait aussi dans le jeu avec plein de mini, si on pense à Conan. Je l'ai pas essayé, mais il avait l'air intense. C'est vrai, c'est lui qui a fait ça. Ouais, il est quand même bien coté, puis ça, il a été c'était la base un peu du jeu de Batman, Gotham City Chronicle, là. Fait que c'est ça, il y a beaucoup il y a un gros range, je trouve. Il y a comme pas un style, tu sais, comme tu sais, quand on pense à Turtsey, on pense solo, ben quand on pense Catala, on pense tu sais, il y a pas genre tu sais, quand on pense Stephen Feld, on pense salade de poing ou tu sais. Ouais, il y a comme pas une étiquette. C'est drôle parce que c'est ça, tu vas prendre un jeu, tu vas lire Bruno Catala, tu vas faire ça doit être pas pire. Un autre jeu qu'on a parlé, Game of Thrones, Hand of the King, un petit jeu de cartes simple, puis super underrated ce jeu-là, là. C'est, tu sais, il est super thématique, tu sais, c'est limite un abstrait, là, tu bouges tes pièces puis tes cartes en fait, là, mais en tout cas, super bon jeu qui respecte bien la thématique Game of Thrones, là, autant qu'un petit jeu abstrait peut le faire si on veut, là. Ouais, mais étonnamment, tu sais, tout fitait, même si c'est juste, c'est ça, tu tasses ta carte de façon orthogonale, tu ramasses des familles pis tout ça, mais tu sais, quand tu ramasses Khal Drogo, ben tu tues Viserys puis tu pars avec Daenerys. C'est ça, tu sais, comme ça fait du sens. Puis ça donne un jeu intéressant. Et moi, ce que j'allais dire, c'est que je pense que ce qui fait qu'il y a autant de variété dans ces types de jeux, c'est qu'il fait beaucoup de collaborations, là. Il y a à peu près la moitié de ces jeux que c'est juste lui, mais l'autre moitié, c'est souvent des duos ou des collaborations à plusieurs, là. Il en a fait beaucoup avec Serge Laget, avec Ludovic Maublanc, Seven Wonders Duel, il l'a fait avec Antoine Boza, puis tu sais, j'écoutais une entrevue avec lui, puis il disait que pour lui, c'est comme ce qui explique un peu sa longévité puis sa pertinence, c'est que de pouvoir travailler avec plusieurs personnes comme ça, puis là, maintenant qu'il est plus vieux, il se permet de travailler avec des plus jeunes pour avoir comme des idées différentes, puis comme ça lui permet de se faire challenger un peu puis de se pousser pour comme arriver avec de quoi de nouveau, puis à l'inverse des fois il fait des trucs tout seul où ce que là il y a comme plus le contrôle total sur qu'est-ce que le jeu va finir par être, tu sais. Fait que puis je pense que ça donne un beau mélange de jeux, tu sais. Il y en a aucun que
que j'ai joué de lui que j'ai vraiment pas aimé, je pense, là. C'est sûr qu'il y en a qui sont moins mon style un peu, comme mettons Mr. Jack. C'est correct, mais sans plus. Là. Moi j'aime mieux la version Pocket que c'est lui puis Ludovic Maublanc qui ont fait aussi, là, mais sinon King Domino c'est excellent dans son genre. Cyclade, je l'ai dit tantôt, c'est un de mes jeux préférés. Les Chevaliers de la Table Ronde, dans le temps, c'était comme vraiment hot. Là. Je pense que c'est le premier jeu avec un trait caché qui a été fait, si je me trompe pas. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à m'intéresser aux jeux plus modernes, c'était un des premiers auxquels j'ai joué. Puis dans le temps, on y a joué souvent. Là, puis c'est... Moi, c'est ça, j'en ai parlé dans mon profil de joueur. Moi, c'était une révélation pour moi, ce jeu-là. Le jeu, c'était le premier jeu coop que je voyais, puis le félon. J'aime beaucoup trop ça. Puis tu sais, je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être des jeux qui font un peu la même affaire, mais mieux, mais tu sais, ça a vraiment été un pionnier puis un pilier dans ce genre-là, tu sais. Sinon, Seven Wonders Duel, ça a été comme ça puis King Domino, je pense que c'est ça qui l'a propulsé. C'est ça qui permet de vraiment vivre de tout ça puis de pas trop s'inquiéter maintenant. Ça a été 2 méga hits. Puis petite anecdote, ça a l'air que Seven Wonders Duel, ça a été conçu dans un avion. Dans le fond, lui puis Antoine Boza étaient comme assis côte à côte, ils s'en allaient genre à Gen Con ou quelque chose comme ça, puis ils se mettaient à discuter, puis là, j'aimerais ça, tu sais, Boza disait, j'aimerais ça faire une version 2 joueurs de Seven Wonders, mais comme, tu sais, j'y arrive pas, tu sais, t'aurais-tu des idées, puis là, ils ont comme juste discuté de tout ça pendant la ride d'avion, puis à la fin, il y avait leur jeu, tu sais. Ouais, parce que c'est ça, en plus, c'est qu'ils ont bien repris un peu l'idée du draft à 2 joueurs, mais placé un peu différemment, tu sais, l'espèce d'aspect de pyramide que tu débloques les cartes à mesure, mais que t'as des inconnus, tu sais, c'est wise, puis tu gardes l'esprit de Seven Wonders, mais adapté, tu sais, en tout cas, moi j'aime beaucoup, j'ai joué plein de fois, puis je rejoue de temps en temps aussi, là. C'est un de mes jeux sur BGA que je sors souvent. Fait que tu sais, il y a Sobek 2 joueurs aussi que j'aime beaucoup. Qu'on a déjà parlé sur le podcast aussi. Exact. Fait que c'est ça, il fait beaucoup de versions 2 joueurs, en fait, tu sais, comme cette année, ils ont sorti Splendor Duel aussi, c'est lui qui l'a fait, tu sais, on dirait ça a été un peu, mais il fait pas juste ça, mais ça, il le fait bien, tu sais. En fait, tu sais, ça a l'air drôle, c'est ça, tu dis, il fait beaucoup de trucs bien, en fait. Moi, c'est un peu comme un gage que je m'attends à ce que le jeu soit pas pire s'il est écrit Bruno Catala dessus. C'est ça. Puis, c'est ça. Moi, mon préféré de lui, comme je disais, c'est Cyclade, là, au point même que, tu sais, je regarde la nouvelle édition sur Kickstarter en ce moment, puis je suis comme, je le prends dessus. Tu sais, j'ai déjà le jeu avec toutes les extensions, puis comme, mais là, c'est comme une version 2.0, ils ont changé un peu les règles, tu sais, ça a tout l'air mieux, mais je suis comme, j'aime pas ça, racheter 2 fois le même jeu, mais en même temps, le jeu est vraiment bon, puis les améliorations qu'ils ont faites, ça a l'air cool. C'est comme, faut peut-être le prendre pareil, tu sais. Mais là, artwork, il est moins le fun. Il est moins beau, je trouve. En tout cas, tu sais, le lead, là, sur le dessus, je trouve qu'elle fait un peu trop cartoon par rapport à la vieille version qui est comme plus sérieuse, tu sais, ça fait, je sais pas, mais tu sais, ça reste un bon jeu. Que je conseille pas à 2, par contre. Étrangement, on a vanté c'est l'aspect 2 joueurs de Bruno Catala, mais celui-là à 2 joueurs... justement, dans la nouvelle version, il est supposé avoir des nouvelles règles à 2 joueurs pour que ça soit mieux. Bon, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en tout cas, je me rappelle la game qu'on avait eue, je m'étais... mais on l'avait pas joué comme il faut, par contre. Non. Mais comme ils ont admis qu'il y avait un problème de runaway leader, puis c'est supposé être corrigé dans cette version-là. OK. Toi, ce serait quoi ton préféré de Catala? Moi, ce serait Seven Wonders Duel. J'ai joué plein de fois sur BGA avec les différentes extensions, en combinant différentes extensions. Je trouve qu'il y a tout le temps comme une nouvelle stratégie à avoir. Là, c'est comme tout le temps, bon, mais là, cette fois-ci, je vais me lancer plus dans le bleu. Cette fois-ci, je vais plus militaire, tu sais.
les games sont différentes d'une fois à l'autre. Je trouve qu'il y a vraiment un bel équilibre, c'est ça. Puis il reste fidèle à Seven Wonders en termes de fonctionnement un peu, mais il est meilleur. Ouais, il est mieux. Il est juste mieux, tu sais. Fait qu'il il gratte un peu la nostalgie de Seven Wonders, mais en améliorant tout. Ouais, je suis quand même assez d'accord avec ça. Fait que c'est ça, je pense pas que ça vaut la peine de faire une grosse comparaison comme on fait d'habitude, là. C'est tough souvent c'est tough de comparer juste deux jeux, fait que de comparer deux œuvres au complet, c'est plus touché, là. Je pense que le gros point de comparaison, c'est plus comme on a dit, là, les deux, ils ont un range de style puis de mécanique assez varié, mais les katanas sont plus légers que les Third en règle générale, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est plus, tu sais, je pense que tu t'arrives dans une soirée jeu où tu sais pas avec qui tu vas jouer. C'est sûr que tu te trompes pas en amenant un jeu de Bruno Catala, tu vas avoir quelque chose qui va fitter avec à peu près tout le monde. Là, si d'un autre côté, tu sais, t'es avec des gens, tu sais, qui aiment ça se creuser la tête puis qui aiment le gros euro EV, ben tu t'amènes un jeu de David Turczi. Un Five Tribes. Ah non. un Anachronie ou ça. Fait que fait que tu sais, en fait, tu sais, ça se rejoint pas mal. Tu sais, je pense que les deux, c'est des auteurs qui sont très bons dans ce qu'ils font. Sinon, une autre différence, je pense que il y a pas beaucoup de jeux de katana qui se jouent solo. C'est vrai. Vite de même, je sais pas lesquels. Je pense je l'ai déjà entendu dire en entrevue que tu sais en français on appelle ça des jeux de société, pas des board games. Puis tu sais le mot société, pour lui c'est important. Tu sais ce qui est le fun, c'est l'interaction entre les joueurs puis les tu sais comme plus que pas plus, mais tu sais autant que le jeu lui-même, les gens autour c'est important. Donc pour lui, tu sais le solo c'est moins tu sais il y a moins ça à cœur, mettons. Ouais. Alors qu'à côté, justement, ça a l'air drôle, mais tu sais, de permettre de jouer seul, ça rend le jeu un peu plus accessible parce que tu sais, t'as pas tout le temps l'occasion de te rencontrer, tu sais, en fonction de, tu sais, puis en fait, je le vis de plus en plus. Tu sais, t'as moins de temps pour jouer, puis tout le monde a comme leur emploi du temps ou les enfants puis tout ça, puis ça devient plus difficile de rejoindre de ton groupe de 4 joueurs selon ta situation. Fait que d'avoir la possibilité de jouer à ton jeu préféré en solo, ça fait que tu t'en profites plus. Ouais. Tu sais, puis ça enlève rien à ceux qui aiment pas ça jouer en solo. Là. Que le mode solo soit là, tu sais. Ça change rien pour eux, mais ça ajoute de quoi pour les autres, tu sais. Exact. J'ai demandé à David Turczi s'il pouvait faire un mode solo pour Star Wars Rebellion. Nice. Mais je pense qu'il y en existe des fan-made. Il y en existe, mais je fais plus confiance à David Turczi pour mon jeu solo qu'à un fan sur Internet, là, que je connais pas. Mais bon, ça enlève rien. Ça enlève rien aux fans sur Internet qui a peut-être aussi bien réfléchi à ça, là. Mais tu sais, ça vient avec la renommée de David Turczi. Ouais. On veut pas diminuer personne, c'est juste que, tu sais, il est connu pour ça, tu sais. C'est ça. Fait que je pense que ça fait le tour pour nous. Ça va être à vous de parler. Dites-nous lequel de ces deux auteurs-là vous parle le plus, ou peut-être juste c'est quoi votre jeu préféré de Catala et ou de Turczi. Vous pouvez faire ça en commentant sur YouTube ou commentant la publication Facebook, notre Instagram ou en rejoignant notre Discord. Sinon, vous pouvez aussi nous supporter sur Patreon. Ça vous donne accès à toutes sortes de contenus derrière les rideaux, behind the scenes. Donc en dessous de la table. Oui, en dessous de la table aussi. Donc toutes les dessous de Board Game Duel. Puis ça nous permet de dans le fond l'argent va pour payer les frais pour hoster le show puis s'acheter des jeux. On va pas se sauver au Mexique avec ça là, puis arrêter le podcast.
Fait que merci à ceux qui le font, merci à vous de nous écouter, puis merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye! Les truelles, ouais. Ouais. On va jardiner. C'est parce qu'il faut cultiver le conflit. C'est vrai que la truelle, c'est une petite pelle. Pour jardiner. Mm-hmm. Là, je suis content qu'on enregistre, là. Je vais pouvoir flusher ça pis pas le mettre nulle part pis Quoi, le flusher? C'est te faire un bloopers. Merveilleux. Ouais, j'ose espérer qu'on va avoir mieux. Et dans le coin droit... Oh, Et dans le coin droit... Voyons. Qu'est-ce que t'allais dire? Non, je faisais dire, oh ouais. Et dans le... Hey, ça va bien. OK. Donc, avant de se lancer dans ce duel qui m'a l'air palpitant, on va commencer par parler des jeux auxquels on a joué récemment. Et le duel de l'an passé, ben ouais. Merci Sam de me rappeler à l'ordre. Je fais plus confiance à Bruno Catala qu'à d'autres mondes pour mon jeu solo. Hein? Oui, ça fait 2 fois. Qu'est-ce qu'il va y avoir des bloopers à faire? Je fais plus confiance à Bruno Catala. 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 Ouais.